Bienvenue, chercheurs de mystères, à la voie de la peur. Aujourd'hui, nous marchons sur un sentier ancien, là où l'histoire se mêle à l'invisible et où les arbres semblent garder des secrets plus vieux que l'humanité elle-même. Imaginez un instant l'ombre épaisse d'une forêt qui respire autour de vous. L'air est frais, chargé d'odeurs de terre humide et de mousse, et pourtant, sous ce calme apparent, quelque chose veille. Depuis que l'homme raconte des histoires, les bois profonds nourrissent l'imagination. On les a dit hantés, sacrés, peuplés d'êtres dont nous n'apercevons qu'un signe furtif, un bruissement, une lueur, un souffle qui n'est pas le vent. Pourquoi les forêts suscitent-elles ce mélange de fascination et d'inquiétude? Peut-être parce qu'elles ont été, depuis toujours, un seuil entre le monde tangible et un royaume plus ancien, que nous pressentons sans le comprendre. À chaque pas, nous suivons les traces de légendes qui voyagent à travers les âges et les continents. Elles parlent de créatures invisibles, d'esprits protecteurs ou trompeurs, d'ombres qui veillent dans les clairières où personne n'ose s'attarder après la tombée du jour. Ces récits ont pris 1000 formes, mais tous disent la même chose. La nature abrite plus que ce que nos yeux peuvent saisir. Parmi ses habitants secrets, les fées occupent une place singulière. Pourtant, le mot fée est trompeur. Il semble léger, presque enfantin, alors que son origine plonge dans des traditions profondes et parfois inquiétantes. Le terme vient de l'ancien français faerie, qui évoquait autrefois l'enchantement et un royaume parallèle, un monde de force capable d'influer sur le destin des hommes. Plus loin encore, on trouve le latin fata, les parcs qui filèrent la destinée. Les fées étaient donc dès l'origine liées à ce qui dépasse le simple hasard, elles touchaient au fils de la vie humaine. Cette étymologie nous rappelle que les contes ne sont pas que des histoires douces. Ils sont nés pour expliquer, prévenir, parfois effrayer. Dans les mythes celtiques, on les appelle Aessidés, un peuple caché vivant sous les collines, héritier des anciens dieux déchus et relégués dans un autre plan d'existence. Ces divinités vaincues auraient trouvé refuge dans un monde invisible, tout près du nôtre mais voilé. Là, elles ont continué d'exister, devenant peu à peu ces figures fuyantes que nous appelons fées. Leur ambivalence reflète celle de la nature, nourricière et dangereuse à la fois. On les dit capables de bénir les récoltes, d'accorder chance et prospérité, mais aussi de punir les intrus, d'égarer les voyageurs, d'emporter un enfant ou d'échanger un nouveau-né contre un changelin étrange. L'Europe médiévale les a craintes, puis apprivoisées par les récits, mais c'est à la Renaissance que leur image s'adoucit. Shakespeare, dans Le songe d'une nuit d'été, les transforme en êtres joueurs, capricieux mais charmants. Plus tard, l'Angleterre victorienne les miniaturise, leur donne des ailes diaphanes, en fait des icônes d'innocence. Pourtant, derrière ces visions délicates, l'écho des origines plus sombres demeure. Cette évolution culturelle révèle notre désir de maîtriser ce qui nous échappe. En rendant les fées gentilles et petites, nous les avons domestiquées dans l'imaginaire, mais non dans les forêts où elles sont nées. Car dans les récits oraux, elles restent puissantes, insaisissables et parfois terrifiantes. Les contes nous avertissent. Celui qui franchit un cercle de champignons pourrait ne jamais revenir. Le temps y coule autrement, et la curiosité se paie au cher. Les forêts, elles, demeurent leur domaine privilégié. Profondes, mouvantes, elles offrent un labyrinthe parfait à ses habitants invisibles. Il suffit de songer aux frissons qui nous parcourent quand un bruit rompt le silence alors que nous marchons seuls au cœur d'un bois ancien. Ce n'est pas seulement la peur animale, c'est la sensation primitive d'entrer dans un territoire habité, même si nous ne voyons personne. Peut-être ce sentiment est-il hérité des générations qui, avant nous, ont appris à respecter ces lieux. Ainsi s'esquisse notre voyage, suivre la trace des fées et des esprits de la nature, comprendre comment ils ont façonné notre rapport au monde sauvage. Nous irons d'Europe aux confins de l'Amazonie, des landes nordiques aux volcans d'Islande. Partout, les hommes ont perçu que certaines forêts n'étaient pas seulement un amas d'arbres, mais des sanctuaires vivants. Et si, au-delà du folklore, ces récits nous disaient quelque chose de vrai? Non pas qu'il existe un petit peuple ailé caché sous chaque feuille, mais qu'un équilibre ancien nous échappe, que la nature possède des forces que nous avons oublié de craindre? Écoutez bien le vent entre les troncs, ce pourrait être plus qu'une simple brise. Dans les profondeurs les plus anciennes de notre imaginaire collectif, les fées se déploient comme des présences à la fois bienveillantes et redoutables, capables d'offrir la chance ou de déclencher le malheur. Ces êtres, souvent décrits comme graciles, lumineux ou à peine visibles, se tiennent à la frontière entre ce que nous pouvons comprendre et ce que nous redoutons. Les traditions celtiques nous parlent d'eux avec un respect mêlé de prudence. Elles rappellent qu'ils sont les héritiers d'un âge ancien où les dieux vivaient au contact des hommes. Les Aessidés, peuple caché des collines, ne sont pas de simples esprits. Ils portent en la mémoire d'un monde divin repoussé hors du visible. Ils règnent encore sur certains lieux, surtout là où la nature paraît intacte et inviolée. On dit qu'ils marquent leur territoire par des signes que seul un œil attentif devine. Un cercle de champignons, un arbre isolé d'une vigueur étrange, une source dont l'eau semble vibrer. Les contes avertissent que troubler ces espaces attire leur colère. On raconte que des bâtisseurs qui déplacèrent droit sur des pierres sacrées virent leurs travaux s'effondrer,
que des fermiers qui abattirent un arbre marqué par le petit peuple perdirent leur bétail ou tombèrent malades. Ces récits, transmis de bouche à oreille, ne sont pas de simples superstitions. Ils codifient un respect ancien pour la terre et ses forces invisibles. Plus tard, les érudits du Moyen Âge ont tenté d'interpréter ces histoires. Certains voyaient dans les faits des anges déchus, trop bons pour l'enfer, trop orgueilleux pour le ciel, condamnés à errer dans les bois et les collines. D'autres les associaient aux âmes des morts, errantes et parfois bienfaitrices. Ces lectures chrétiennes ont cherché à encadrer l'inexplicable, à enfermer l'inconnu dans des catégories rassurantes, mais les faits se sont échappés de toutes les définitions. Renaissance et baroque les ont rendues plus séduisantes, artistes et poètes leur donnant un éclat raffiné, sans jamais effacer la menace sous-jacente. Shakespeare, Spencer et d'autres ont compris cette ambivalence. Puck est drôle et cruel, Titania majestueuse mais dangereuse. Sous la plume des conteurs français, Perrault ou Madame d'Aulnoy, elles deviennent aussi dispensatrices de dons ou de malédictions, capables de changer un destin d'un simple souffle. Puis vint le XIXe siècle, âge d'industrialisation et de nostalgie. Tandis que les villes s'emplissèrent de fumée, l'Angleterre victorienne inventa l'effet des albums illustrés, minuscules, ailés, nichés dans les fleurs. C'était une manière d'apprivoiser le mystère, de le rendre inoffensif pour les enfants. Pourtant, derrière ces images douces se cache toujours la puissance des récits anciens. Les anthropologues du XXe siècle, comme Katharine Briggs, ont rappelé que les fées n'étaient pas seulement des figures de rêve, mais un langage symbolique pour parler des forces naturelles, des dangers de franchir certaines limites, du respect dû aux lieux sauvages. À travers ces couches successives, un même fil, les fées incarnent l'altérité, ce qui échappe à notre contrôle, mais aussi la beauté qui surgit quand on observe la nature avec humilité. Et c'est au cœur des forêts que leur présence semble la plus palpable. Ces bois denses sont des labyrinthes vivants. Chaque racine y est un piège, chaque clairière un seuil. Les bruits s'y déforment, la lumière s'y brise en éclats mouvants. On comprend que les anciens aient senti que ces espaces étaient habités. Le voyage que nous entreprenons aujourd'hui nous conduit dans ces sanctuaires de verdure où tout peut basculer. D'abord l'Europe, avec ses mythes enracinés depuis des millénaires. L'Allemagne, par exemple, porte dans ses ombres des créatures nommées Elfen, parentes des fées, gardiennes des bois, mais aussi séductrices dangereuses. Leurs traces Canly se trouvent encore dans la langue. Elf, mot qui traverse les siècles. Puis nous irons plus loin, jusqu'aux forêts vierges d'Amérique du Sud, où d'autres esprits, différents mais étrangement familiers, protègent leur royaume vert. Enfin, nous franchirons les mers pour atteindre les terres volcaniques d'Islande, où les Huldufolk, peuple caché, défient encore notre raison moderne. Mais avant de partir, interrogeons cette inquiétude subtile qui nous prend quand nous pensons à ces êtres invisibles. Pourquoi tant de cultures si éloignées ont-elles inventé des créatures similaires ? Peut-être parce que nous avons ressenti partout que la nature n'est pas neutre. Elle observe, elle répond, elle se défend parfois. Nommer ces forces mystérieuses, c'était apprendre à vivre avec elles. À chaque époque, les fées Canly se transforment, mais elles restent le masque que nous donnons à ce qui nous dépasse. Alors que nous, apprêtons à plonger dans leurs histoires, retenons ceci. Chaque mythe que nous croiserons est aussi un miroir tendu à notre propre peur de perdre le contrôle et à notre fascination pour le sacré. Nous allons suivre leurs traces, mais nous savons déjà que, dans ces bois silencieux, c'est peut-être nous qui sommes épiés. Le voyage se poursuit et nous franchissons à présent la lisière d'une forêt plus sombre, celle où l'Europe a appris à craindre et respecter les forces invisibles. Parmi les lieux qui concentrent le plus de récits étranges, la forêt noire en Allemagne s'impose comme un véritable cœur battant de mystère. Épaisse, accidentée, saturée d'ombres mouvantes, elle fut longtemps perçue comme un passage vers un autre monde. Les habitants y parlèrent des Elfen, ces êtres subtils, gracieux mais trompeurs, capables d'aider ou de perdre ceux qui les rencontraient. Leurs domaines sont censés se cacher dans des clairières interdites ou des bosquets isolés que l'on n'ose pas pénétrer. Là, la végétation semble plus luxuriante. Les champignons dessinent des cercles parfaits. Ce sont les fameux Hexenring, anneaux de sorcières ou cercles de fées. Quiconque franchit ce seuil risque de se trouver happé dans un temps qui n'est plus le nôtre. Les contes assurent que quelques minutes passées dans ces anneaux peuvent signifier des années écoulées dans le monde des hommes. Les Elfen ne sont pas nécessairement cruels, mais ils exigent un respect absolu. Briser leur danse, couper une plante sacrée ou profaner un lieu peut attirer la malchance. Des récits anciens rapportent des voyageurs séduits par des chants étranges, qui suivaient la musique à travers les arbres jusqu'à s'égarer, incapables de retrouver leur chemin. D'autres parlent de blessures soudaines, de maladies mystérieuses frappant ceux qui avaient haï des légendes. Ces avertissements, transmis de génération en génération, avaient un sens écologique avant l'heure. Ils protégeaient les sanctuaires naturels en dissuadant l'homme de tout détruire. Les chercheurs modernes soulignent que ces histoires ont permis de préserver certaines zones boisées car la peur du sacré tenait lieu de barrières invisibles.
Le chant des elfennes est souvent décrit comme d'une beauté douloureuse, capable de guérir ou d'égarer. Les guérisseurs d'autrefois prétendaient connaître certaines mélodies empruntées aux esprits de la forêt. Elles servaient à soigner les fièvres ou apaiser les cauchemars. Mais écouter trop longtemps, disait-on, revenait à livrer son âme. Cette ambivalence fascine encore. Dons et pièges, grâce et périls mêlés. Ce n'est pas un hasard si les frères Grimm, collecteurs de contes, étaient nés en Allemagne. Leur œuvre a fixé l'image d'une forêt pleine de sortilèges, où chaque arbre abrite un secret. Il s'avère que la forêt noire n'est pas qu'un décor, c'est une entité, un personnage vivant qui observe les pas de ceux qui s'y aventurent. Quittons l'Europe pour plonger dans une forêt autrement dense et plus humide, l'Amazonie. Ici, les forces invisibles changent de nom mais pas de nature. Parmi elles, le Curupira est sans doute le plus redouté. Petit être farouche à la chevelure rouge flamboyante, il a les pieds tournés à l'envers, piège parfait pour désorienter les chasseurs. Ces traces inversées mènent les intrus toujours plus loin, jusqu'à ce qu'ils se perdent et succombent à la panique. On le dit farceur, mais implacable envers ceux qui abattent les arbres inutilement ou tuent les animaux sans nécessité. Les peuples de la forêt le craignent et l'honorent à la fois, déposant parfois des offrandes à l'orée des bois pour apaiser son courroux. Le Curupira incarne une intelligence sauvage, une volonté propre de la jungle à se protéger. Plus insaisissables encore, les Yakurina règnent sur les eaux. Ces esprits aquatiques, maîtres des rivières et des lacs, sont décrits tantôt comme humains aux yeux hypnotiques, tantôt comme créatures amphibies. Ils séduisent ou envoûtent pour entraîner les imprudents sous la surface, vers des cités invisibles construites dans les profondeurs. Mais ils peuvent aussi protéger les pêcheurs respectueux et offrir abondance à ceux qui honorent la rivière. Les chamans les invoquent dans des rituels complexes, cherchant bénédiction et équilibre. Ces récits ne sont pas de simples fables. Ils structurent une éthique de la survie dans un milieu implacable. Dans la jungle, manquer de respect aux forces invisibles revient à défier la mort elle-même. À travers ces croyances, on perçoit un langage universel, celui d'une nature consciente capable de se venger ou de récompenser. L'Europe et l'Amazonie, malgré leurs différences, se rejoignent dans cette idée que l'espace sauvage n'est pas vide. Chaque arbre, chaque rivière, chaque clairière peut être habité. Ce savoir ancestral a permis au peuple de vivre en équilibre avec leur environnement bien avant que nous parlions de biodiversité. En quittant la touffeur amazonienne, nous prendrons bientôt la direction des terres glacées, là où un autre peuple caché défie le temps. Les Huldufolk d'Islande. Mais avant d'embarquer pour ces paysages volcaniques, retenons ce que nous avons déjà vu. Qu'importe la latitude, les hommes ont senti qu'au-delà de ce que nos sens perçoivent, existe un royaume parallèle. Le nom change. Fées, elfes, Curupira, Yakuruna. Mais le message reste le même. Avancer dans la nature exige humilité, sinon elle vous rappelle que vous n'êtes qu'un invité de passage. L'air change, se charge de silence et d'un froid presque sacré. Nous abordons maintenant les étendues d'Islande, terre de feu et de glace où l'invisible côtoie le quotidien. Ici, les légendes n'appartiennent pas qu'au passé. Elles façonnent encore la vie des habitants. Les Huldufolk, littéralement peuple caché, sont perçus comme réels par une partie des Islandais. Pas nécessairement visibles, mais présents, attentifs, capables d'influer sur la vie humaine. On raconte qu'ils habitent les rochers, les collines moussues, les champs de lave. Beaucoup de routes ont été déviées pour ne pas déranger leur demeure supposée. Même aujourd'hui, des projets de construction sont parfois interrompus par crainte de heurter ces forces invisibles. Ce n'est pas une superstition naïve, c'est un pacte tacite avec une nature redoutable, imprévisible, où la survie dépend d'un respect profond des lieux. Les Huldufolk ressemblent aux humains mais plus beaux, plus lumineux, parfois auréolés d'une clarté subtile. Ils savent se rendre invisibles et se fondre dans les paysages. On dit qu'ils vivent dans des maisons minuscules mais parfaitement bâties, intégrées aux roches et aux racines, invisibles à l'œil profane. Parfois, des gens affirment avoir été invités dans ces demeures. Une hospitalité étrange où le temps s'écoule différemment, où les objets semblent respirer. Les récits abondent sur leur pouvoir de métamorphose. Ils se changent en animaux pour observer ou protéger, parfois pour piéger un intrus. Certains mythes racontent qu'ils peuvent adopter une apparence humaine et vivre parmi nous, nouant même des unions secrètes. Les histoires d'enlèvement existent, souvent comme avertissement, troubler leur territoire ou manquer de respect à la nature attirent leur colère. Mais ces enlèvements ne sont pas toujours cruels. Ils peuvent être des initiations, un passage vers un savoir caché avant un retour. Les Islandais ont développé un sens aigu du signe. Un rocher solitaire au milieu d'un champ peut être la porte d'un royaume invisible. Une source soudaine surgissant après un séisme est un message. La culture populaire entretient ce lien. Des conteurs contemporains recueillant les témoignages, des architectes consultent parfois des intermédiaires capables de dialoguer avec ces forces. Ce qui frappe, c'est la continuité. Un pays moderne, mais qui accepte qu'une part de mystère reste non négociable. Cette humilité devant l'invisible résonne avec nos propres peurs enfouies. Dans les nuits polaires, où l'horizon disparaît sous les aurores boréales, on comprend que l'univers n'est pas fait pour être totalement maîtrisé.
Les houles du folk deviennent alors un langage, celui qui dit qu'il existe des frontières qu'il vaut mieux approcher avec précaution. Ce thème revient sans cesse, qu'il s'agisse des fées celtiques, des esprits amazoniens ou du peuple caché. L'altérité est partout. Nous croyons avoir quitté la peur primitive, mais elle palpite encore quand nous franchissons certains seuils. Ces mythes ne sont pas des reliques inutiles. Ils sont des garde-fous culturels, rappelant qu'il faut écouter le monde naturel avant de l'exploiter. Les contes islandais relatent aussi les punitions discrètes. Outils perdus, machines qui tombent en panne, météo qui tourne brutalement. Ceux qui rient de ces croyances finissent parfois par renoncer devant une accumulation de contretemps inexplicables. Une sagesse ancienne se cache derrière ces avertissements. La nature n'est pas qu'un décor, elle répond à nos actes. Au fil des siècles, ces récits ont façonné une manière d'habiter le monde qui mêle curiosité et prudence. Les fées, les hules du folk, les curupiras, tous nous apprennent à rester attentifs. Cette idée de vigilance devient une métaphore. Si nous oublions que nous ne sommes pas les maîtres absolus, la forêt, la mer, la montagne se chargeront de nous le rappeler. Et peut-être que, derrière chaque légende, se dissimule aussi une vérité psychologique. Nos peurs collectives prennent visage pour mieux nous avertir. Quand un peuple invente un gardien à pieds inversés, un elfe qui joue de la musique envoûtante ou un être caché qui protège les collines, il raconte la même histoire sous des noms différents, celle d'un équilibre à ne pas rompre. Ainsi se dessine notre itinéraire mental, de la curiosité enfantine devant les faits ailés aux frissons que suscite la certitude qu'il y a des endroits où nous sommes tolérés mais pas souverains. Ces histoires, si on les écoute, nous enseignent une modestie perdue. Le savoir scientifique nous éclaire mais n'annule pas cette intuition profonde. Certaines présences échappent aux chiffres et aux cartes. Les peuples qui vivent encore près des forêts, des rivières, des volcans le savent. Nous, modernes, avons tendance à oublier, mais quelque chose en nous se souvient quand nous nous retrouvons seuls dans un silence minéral ou végétal. C'est cette mémoire archaïque qui parle quand le vent nous paraît chuchoter ou que les ombres nous semblent mouvantes. Et c'est elle que réactivent les légendes, non pour nous effrayer gratuitement, mais pour rappeler que le monde est plus vaste que nos certitudes. En suivant ces traces multiples, nous arrivons au seuil de ce qui pourrait être la conclusion de notre longue exploration, non pas pour fermer le mystère, mais pour l'embrasser pleinement. Les fées et les esprits de la nature, sous leurs noms innombrables, nous ont conduits à travers des continents et des imaginaires. Derrière chacune de leurs apparitions, un fil secret relie les mythes, celui d'un dialogue interrompu entre l'homme et le monde sauvage. Nous avons appris à craindre, à respecter, puis à oublier, et aujourd'hui, nous tentons de nous souvenir. Car chaque culture que nous avons croisée porte ce message sous des habits différents. L'Europe médiévale voyait dans les cercles de champignons un passage vers un ailleurs dangereux. L'Amazonie personnifie la vengeance de la jungle dans le rire strident du curupira. L'Islande laisse des routes s'incliner devant un rocher pour ne pas troubler les Huldufolk. Ces gestes, ces récits, sont plus que des superstitions. Ils sont des pactes anciens avec la Terre. Ils rappellent que notre survie dépend d'un équilibre invisible. Lorsque nous avons réduit les fées à des créatures miniatures pour enfants, nous avons perdu une partie de cette sagesse. Mais quelque chose résiste. Dans les histoires si modernes, les fées reviennent, parfois plus sombres, parfois bienveillantes, mais insaisissables. Elles hantent encore nos films, nos livres, nos jeux vidéo, signe qu'elles demeurent un langage vivant. Nous n'inventons pas ces figures par hasard. Elles expriment une inquiétude persistante face à la puissance du vivant. Il suffit d'entrer dans une forêt intacte pour sentir qu'un monde nous dépasse. La science nous donne des noms, écosystèmes, biodiversité, équilibre climatique, mais nos émotions réclament encore des visages, des symboles. Les esprits, qu'on y croit ou non, remplissent cette fonction. Ils nous obligent à penser que chaque lieu a son gardien, que rien n'est totalement à nous. Peut-être est-ce là leur rôle le plus précieux aujourd'hui, dans une époque où nous transformons tout en ressources, nous rappeler que détruire un arbre, un lac, une colline, c'est rompre un lien ancien et s'exposer à une perte qui dépasse la simple matière. Les contes de fées, compris ainsi, deviennent des récits écologiques avant l'heure. Ils enseignent la limite, la réciprocité, la peur saine qui précède le respect. Ils disent que la beauté sauvage n'est pas gratuite, qu'elle exige un comportement humble. Ils disent aussi que le monde est encore vaste, mystérieux, que tout n'est pas cartographié. Et ce mystère nous sauve peut-être de l'arrogance. Lorsque nous sortons de cette longue traversée, un peu plus attentifs, chaque bruit de feuilles prend une nuance nouvelle. Ce frisson ancien, loin d'être puéril, est une mémoire vivante. Il ne s'agit pas de croire aveuglément aux fées ou aux curupiras, mais d'écouter ce que leurs mythes murmurent. Ralentir, observer, respecter. Peut-être qu'en réapprenant à nous émerveiller et à avoir peur à la fois, nous trouverons une manière plus juste d'habiter cette planète. Alors, la prochaine fois que vous marcherez seul sous les arbres, prenez un instant pour écouter vraiment. Le vent pourrait n'être que vent, ou bien la trace d'une présence plus ancienne qui surveille encore ces domaines. Laissez ce doute fertile vous traverser.
Il vous relie à des millénaires d'humanité et à une sagesse que nous avons failli oublier. Nous quittons la lande glacée d'Islande, mais le voyage n'est pas terminé. Le mystère des esprits sylvestres nous appelle ailleurs, dans d'autres forêts où l'homme, depuis des siècles, prête une conscience aux ombres. En Europe de l'Est, au cœur des Carpates ou des bois slaves, survivent des histoires tout aussi anciennes que celles des fées celtiques. Ici vivent les léchis, gardiens des forêts russes et ukrainiennes. Hauts comme des arbres ou réduits à la taille d'un enfant, capables de changer de forme, ils règnent sur les sentiers, les animaux, les champignons. Les chasseurs qui ne leur rendent pas hommage peuvent se perdre sans retour. On raconte que le léchi aime égarer les voyageurs en déplaçant les repères. Soudain, le chemin familier devient étranger. La boussole tourne folle. Mais il peut aussi se montrer protecteur envers celui qui l'honore d'une offrande. Un morceau de pain, quelques gouttes d'alcool versées sur le sol. Les récits en slave décrivent souvent ce pacte implicite. La forêt protège si on respecte ses lois. Rompre ce lien, c'est s'exposer à la colère invisible, maladie, accident, disparition. À l'ouest, dans les Balkans, on trouve les villas, créatures féminines souvent associées au vent et aux sources. Séductrices et vengeresses, elles apparaissent comme de jeunes femmes d'une beauté surnaturelle, vêtues de brume. Leur danse peut ensorceler, leur chant soigner ou tuer. Les paysans déposaient autrefois des rubans et des fleurs aux endroits réputés leur appartenir pour éviter leur courroux. Plus au nord, les traditions baltes évoquent les laumas, esprits des bois et des marais, parfois bienveillantes envers les enfants et les mères, parfois cruelles envers les hommes violents ou les voyageurs imprudents. Chacune de ces figures nous raconte la même chose. Le territoire sauvage n'est jamais neutre. Il a ses souverains invisibles qu'il faut connaître et honorer. Plus on explore ces mythes, plus on voit se dessiner une carte secrète. Chaque peuple a peuplé ses forêts d'êtres à la fois merveilleux et inquiétants. Ce langage universel nous dit que l'homme a toujours ressenti le besoin de donner une voix à la nature. Non pas pour la rendre docile, mais pour lui reconnaître une puissance. Ces esprits agissent comme des gardiens symboliques, rappelant à chacun que la survie dépend du respect. Et derrière la poésie des contes, on lit une stratégie. Protéger les lieux fragiles en y plaçant la peur et l'émerveillement. Les anthropologues modernes s'accordent à dire que ces récits avaient un rôle concret. Réguler la chasse, empêcher l'abattage excessif, maintenir des zones sacrées intouchées. Là où la loi écrite n'existait pas, la légende tenait lieu de frontière. Mais au-delà de la fonction sociale, il y a quelque chose de plus intime. Écouter ces histoires, c'est se rappeler que l'inconnu habite le monde. L'homme moderne a peut-être oublié cette sensation, trop confiant dans ses cartes et ses outils. Pourtant, quiconque s'aventure seul dans une forêt dense sent que quelque chose veille. Pas un être précis, mais une présence diffuse, faite de sons, de mouvements imperceptibles, d'une intelligence qui n'est pas la nôtre. Les récits des léchis, des villas ou des laumas ne sont que des noms donnés à cette intuition. Ils permettent de dialoguer avec l'indicible, de le transformer en visage, en chant, en pacte. Le mythe devient un langage émotionnel pour dire la vulnérabilité. Si nous reprenons ce chemin initiatique, c'est peut-être pour réapprendre cette humilité. Au fil de notre voyage, les fées ont changé de nom, mais elles nous ont tendu la même leçon. En Amérique du Sud, la jungle parle par le curupira. En Scandinavie, par les hules du folk. Dans les Carpates, par le léchi. Et toujours revient cette idée. Avancer exige prudence, respect et sensibilité à l'invisible. Le silence des bois n'est jamais vide. Il est rempli de mémoire et de force. Cette perception, qu'elle s'exprime par la poésie ou par la peur, nous relie à notre condition fragile. Peut-être est-ce là le but secret de ces histoires, rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos paysages. En écoutant ces voix ancestrales, nous retrouvons une forme de modestie salutaire. Nous pourrions croire que la modernité a effacé tout cela, mais il suffit de voir l'engouement actuel pour le folklore, la résurgence des contes sombres, la fascination pour les lieux dits hantés. Dans nos villes éclairées, nous cherchons encore des coins d'ombre où frissonner, comme si un instinct ancien refusait d'être étouffé. Ce besoin de mystère persiste parce qu'il répond à une soif profonde, celle de sentir que le monde est plus vaste que nos certitudes. En poursuivant notre errance, nous croiserons encore d'autres gardiens invisibles. Les montagnes d'Asie abritent leurs propres protecteurs, dragons et esprits des sommets. Les déserts d'Afrique connaissent les djinns, invisibles mais puissants. Partout, l'homme a donné forme à ce qu'il sentait au-delà de sa compréhension immédiate. Ce vaste réseau de mythes compose une carte invisible de la Terre, faite non de frontières politiques, mais de zones de respect et de crainte. Et quand on contemple cette carte secrète, on comprend que notre voyage ne cherche pas à prouver l'existence matérielle des faits, mais à redécouvrir le sens de leurs histoires. Elles sont les gardiennes de notre prudence, de notre émerveillement, de notre lien au monde vivant. Nous voici parvenus à un dernier détour où se mêlent toutes les voix que nous avons entendues. De l'Europe aux forêts équatoriales, des falaises glacées aux vallées secrètes, le fil reste le même. Partout, l'humanité a pressenti qu'elle n'était pas seule. Cette intuition n'est pas simple croyance naïve. Elle est une réponse instinctive à l'immensité du monde naturel. Les fées, les esprits,
Les gardiens invisibles sont la traduction poétique de cette expérience. Quand nous leur donnons un nom, nous reconnaissons qu'il existe une force qui nous dépasse. C'est peut-être pour cela que ces récits survivent. Ils ne disparaissent jamais complètement. Ils se métamorphosent, se modernisent, mais gardent leur cœur intact. Dans les films, les livres, les jeux, nous continuons de rêver à ces présences. Même ceux qui rejettent la magie aiment se perdre dans une histoire où la forêt observe, où la rivière a une voix. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une forme de sagesse. Elle nous empêche de réduire le monde à un simple décor ou à un stock de ressources. Elle rappelle qu'avant les cartes et les satellites, nous avons appris à marcher avec prudence, à écouter. Les cultures qui maintiennent en vivant ces mythes nous montrent une autre façon d'être moderne. Garder la science, mais préserver l'émerveillement. Et si c'était cela le message secret des fées? Non pas de croire qu'elles existent telles que les contes les peignent, mais de comprendre que le mystère a une valeur, qu'il faut parfois accepter de ne pas tout expliquer, de laisser une part du réel intacte, sauvage, habité. Lorsque nous arpentons les bois aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de craindre un curupira ou de déposer du pain au léchi. Mais il est salutaire de se souvenir que ce lieu est vivant, qu'il mérite plus que notre passage distrait. Si nous retrouvions ce respect, peut-être notre rapport à la planète changerait-il profondément. Nous aurions moins envie de tout contrôler, plus de désir de coexister. C'est peut-être la plus grande leçon de ce périple. Le conte n'est pas une fuite. Il est un chemin de retour vers une sensibilité perdue. L'homme qui croit au fait n'est pas crédule, il est conscient que le monde lui échappe et que cette humilité peut le sauver. À mesure que notre récit s'achève, imaginez une dernière fois la forêt qui nous a accueillis. L'air y est immobile, mais pas mort. Des milliers d'yeux invisibles veillent, animaux, vent, ombre, souvenirs. Le sol sous vos pas est tissé d'histoires. Chaque arbre est un témoin, chaque clairière une énigme. Les légendes que nous avons suivies sont peut-être la seule langue capable de traduire ce que nous ressentons. Un mélange d'effroi et de beauté pure. Si vous repartez avec cette sensation, alors le voyage a atteint son but. Vous avez franchi un seuil invisible, celui qui sépare l'arrogance de l'attention. Le reste vous appartient. Marchez, mais marchez léger. Écoutez, même quand tout semble silencieux. Car la nature a toujours ses voix, et parfois elle chuchote plus fort que nos certitudes. Si nous reprenons notre marche silencieuse, la forêt s'ouvre sur de nouveaux mondes. Plus loin à l'est, les contes chinois et japonais chuchotent d'autres présences, différentes par la forme mais familières par l'intention. Protéger, punir, séduire, avertir. En Chine, les forêts montagneuses, souvent noyées de brume, sont le domaine des Wulijing, renardes aux 9 queues capables d'illusion et de métamorphose. Elles apparaissent tantôt sous l'apparence de belles femmes au regard hypnotique, tantôt sous leur vraie nature animale. Certaines histoires les montrent bienveillantes, offrant sagesse et chance à ceux qui respectent leur refuge. D'autres les peignent comme des ensorceleuses qui volent l'énergie vitale des imprudents. Le renard, en Chine comme au Japon, incarne l'ambiguïté, malin, puissant, imprévisible. Les anciens voyageurs savaient qu'il ne fallait ni rire des ombres mouvantes, ni insulter les animaux rencontrés dans les bois, car un renard pouvait écouter, comprendre et se venger. Au Japon, les yokai hantent les rizières et les sentiers forestiers depuis des siècles. Les kodama, esprits des arbres, demeurent invisibles mais répondent au respect par la prospérité et à la violence par la malédiction. Couper un arbre habité d'un kodama peut attirer maladie, accident, folie. Les forêts anciennes de cèdres ou de cyprès sont considérées comme vivantes. On y suspend encore des cordes sacrées pour signifier qu'un esprit réside là. Plus inquiétant, les tengus, mi-homme, mi-oiseau, rôdent dans les montagnes. Parfois maîtres d'arts martiaux, parfois trompeurs, ils égarent déjà les voyageurs arrogants et protègent les lieux saints. La modernité japonaise n'a pas effacé ces craintes. Encore aujourd'hui, certains chemins restent évités la nuit et des fêtes apaisent les esprits. En suivant ces pistes asiatiques, nous découvrons que la notion de peuple caché traverse les cultures. Ce n'est pas seulement un produit européen, c'est un langage mondial. L'Afrique aussi porte ses gardiens. Dans les savanes boisées et les forêts humides de l'Ouest, les esprits des ancêtres se confondent avec les arbres sacrés. Les contes parlent des Aziza, petits êtres bienveillants du Dahomey qui enseignent la chasse et la magie aux humains méritants. Mais d'autres présences sont plus redoutées. En Afrique centrale, on évoque les Mokele ou les esprits des marais, capables de se manifester sous des formes monstrueuses pour protéger leur territoire. En Éthiopie et en Somalie, les récits des djinns sylvestres mêlent croyances islamiques et traditions païennes. Invisibles mais dangereux pour qui ne respecte pas leur espace. Ce tissage planétaire révèle un fait fascinant. Sans se connaître, les peuples ont inventé les mêmes précautions symboliques. Déposer une offrande, s'incliner, éviter un arbre marqué, contourner une pierre étrange, geste universel pour dire au lieu « Je sais que tu es habité, permets-moi de passer ». Les anthropologues y voient une stratégie adaptative, les poètes y voient une sagesse perdue. Mais peu importe l'explication, ce qui importe c'est la permanence de l'émotion.
Elle traverse les siècles et les continents comme une vibration commune, la conscience que nous ne sommes pas les seuls. Revenons un instant à notre époque. À première vue, ces histoires clés semblent appartenir à un passé lointain, mais leur écho resurgit partout. Dans la culture populaire, la forêt enchantée ou maudite est omniprésente. Les romans fantastiques réinventent les elfes, les mangas ressuscitent les Kodama, le cinéma fait vibrer nos peurs primordiales avec des bois obscurs où tout peut arriver. Même dans les villes, on célèbre Halloween, Samhain, les fêtes des esprits, on plante des arbres en parlant de gardiens verts. Ces gestes modernes, parfois ludiques, sont les vestiges d'une relation ancienne que nous tentons de reconstruire. Les psychologues y voient-ils un besoin de réenchanter un monde trop rationalisé. Les écologistes y lisent une pédagogie intuitive. Si l'on croit qu'un arbre abrite un esprit, on hésite à le couper. Peut-être est-ce là la vraie puissance de ces mythes, servir de mémoire affective. Nous savons intellectuellement qu'un écosystème est fragile, mais un conte nous fait ressentir cette fragilité. Quand un enfant entend qu'un curupira se vengera s'il tue pour rien, il comprend instinctivement le respect de la vie. Quand un village islandais détourne une route pour ne pas heurter un rocher sacré, il transmet une leçon d'humilité que ni les chiffres ni les lois ne suffisent à imposer. Alors que nous poursuivons notre récit, la forêt semble s'épaissir encore, non plus comme un simple décor, mais comme une présence totale. Chaque culture ajoutée à notre voyage ajoute une strate de sens. Les chemins se croisent, les fées celtiques répondent aux Kodama japonais, les Uldu folk font écho aux Aziza. Et nous, marcheurs modernes, commençons à percevoir ce qui se cache derrière cette diversité. Un avertissement universel. L'humanité a besoin d'histoire pour se rappeler qu'elle n'est pas souveraine. Ces histoires sont des balises mises dans la nuit, des voix qui nous disent prochaine de rester humble, de regarder, d'écouter. Le pas devient plus lent, plus attentif. Nous avons quitté les forêts européennes rassurées par les contes de fées adoucis, nous avons plongé dans la moiteur de l'Amazonie, affronté la glace islandaise, traversé les montagnes asiatiques et les savanes africaines. Chaque étape nous a rapprochés de cette vérité simple. La nature n'est pas vide, elle nous perçoit. Et même si nous ne croyons pas aux faits littéralement, nous comprenons désormais pourquoi elles persistent. Elles sont la voie ancienne de la prudence et de l'émerveillement mêlés. En prolongeant la route, nous découvrons que ces voies invisibles ne se limitent pas aux confins de la Terre, mais se glissent jusque dans nos mémoires collectives les plus profondes. L'Antiquité méditerranéenne, par exemple, nous offre une galerie d'esprits liés aux lieux sauvages. Les Grecs redoutaient les dryades, nymphes des arbres, indissociables des chênes et des lauriers qu'elles habitaient. Toucher un arbre sacré sans permission revenait à blesser la nymphe qui y vivait, et les anciens Grecs craignaient sa vengeance silencieuse. Maladie, malchance, folie. Pan, dieu des bergers et des forêts, lui aussi à moitié sauvage, à moitié protecteur, faisait résonner son cri pour égarer les voyageurs, d'où le mot panique. Dans ces récits, les bois sont vivants, vibrants, capables de réagir. Rome a repris ses croyances en les adaptant à sa culture pragmatique. Les génies Lossi, esprits des lieux, accompagnaient chaque maison, chaque bosquet. Les Romains leur offraient des libations de vin ou des fleurs avant de couper du bois ou bâtir un sanctuaire. Ces pratiques étaient des formes codifiées de reconnaissance. Nous savons que tu existes, nous demandons la permission. L'Empire, malgré sa rationalité militaire, conservait cette prudence envers les puissances invisibles. Ces fils antiques se prolongent jusqu'à nous presque sans rupture. Le Moyen-Âge chrétien a parfois diabolisé ces forces, mais les a rarement effacées. On retrouve les traces des dryades dans les dames vertes des contes français, les génies Lossi dans les lutins domestiques, gardiens de foyers et de granges. Ainsi, un vieux fond païen survit dans les histoires qu'on raconte aux enfants, pas seulement pour les distraire, mais pour transmettre un code invisible. En avançant, notre marche croise la modernité scientifique. Nous croyons savoir, nous avons nommé les espèces, cartographié les continents, mesurer les arbres. Pourtant, les récits persistent. Et plus la planète se rétrécit sous nos cartes satellites, plus nous semblons avoir besoin de ces poches de mystère. Les écrivains du XIXe siècle l'avaient pressenti. Les contes se raffinent au moment où l'industrialisation grignote les forêts. Les fées victoriennes naissent d'une nostalgie. Ce n'est pas seulement un goût pour la fantaisie, c'est un cri doux amer face à un monde qui perd son enchantement. Aujourd'hui encore, nous réinventons ces êtres. Les écrivains de fantasy bâtissent en des univers où les forêts pensent et se défendent. Les cinéastes, de Miyazaki à Guillermo del Toro, redonnent au bois leur aura de sanctuaire inquiétant. Dans Princesse Mononoke, l'esprit cerf géant incarne ce que nous avons vu partout. La nature, belle et mortelle, blessée mais sacrée. Ces créations modernes ne sont pas qu'esthétiques. Elles réveillent un instinct que nous avions enfoui. Même la psychologie s'y intéresse. Carl Jung voyait dans ces figures des archétypes. La fée comme image de l'inconscient, la forêt comme symbole du passage initiatique vers l'inconnu intérieur. Entrer dans la forêt, c'est se confronter à soi-même, à ce qui échappe au contrôle rationnel. Les esprits des bois deviennent alors des facettes de notre psyché, des messagers du danger, mais aussi de la croissance.
Le héros des contes doit traverser la forêt pour se transformer. Nous aussi, dans nos vies, avons besoin de ce passage. Ainsi, le voyage que nous entreprenons ne parle pas seulement de légendes extérieures, il parle de nous. Chaque culture a projeté ses peurs et ses désirs sur le paysage, mais aussi ses espoirs. Respecter l'invisible, c'est aussi apprendre à respecter ce qui, en nous, reste sauvage et fragile. Peut-être que les fées ne veillent pas seulement sur les arbres. Elles gardent la part de mystère dont nos esprits ont besoin pour rester vivants. Si nous écoutons attentivement, nous entendons que cette longue exploration se transforme peu à peu en miroir. Ce que nous cherchions dans les forêts, nous le découvrons dans notre propre cœur. La reconnaissance que nous sommes petits face à la vasteté, que le monde n'est pas à dominer mais à comprendre et à aimer avec prudence. Les peuples anciens l'ont exprimé par des offrandes et des contes. Nous pouvons l'exprimer par l'attention, l'écologie, la poésie. En quittant ces sentiers, nous ne les quittons pas vraiment. Chaque pas que nous faisons désormais porte en lui une connaissance nouvelle. La forêt n'est pas un lieu neutre, elle est un être multiple. Les mythes que nous avons suivis, dryades grecques, génies romains, elfènes allemands, curupira, uldufolk, kodama, sont des variations d'un même chant. Ce chant nous précède et nous survivra. Tant qu'il sera raconté, il protégera quelque chose d'essentiel, la possibilité de vivre en lien avec le mystère. Et lorsque vous retournerez dans un bois, peut-être sentirez-vous ce léger frisson que nous avons appris à écouter. Il ne s'agit pas de croire ou non, mais de ressentir. Une branche qui craque sans vent, un parfum de mousse plus vif qu'à l'ordinaire, une lumière qui vacille, autant de rappels que nous ne sommes pas seuls. Cette conscience, loin d'être une peur paralysante, peut devenir une force. Elle nous invite à la délicatesse, à la vigilance, à l'émerveillement. Notre longue traversée s'achève, mais la forêt demeure. Nous avons marché parmi des présences aux mille visages, fées, esprits, gardiens, ombres anciennes, et chacune nous a parlé à sa manière. Elles nous ont appris que la nature n'est pas vide, qu'elle porte une mémoire plus vieille que nos villes et nos cartes. Elles nous ont montré que le respect n'est pas un luxe, mais une nécessité, que l'homme oublie ce pacte, et la terre se rappellera à lui, doucement ou avec violence. Peut-être que les fées n'existent pas telles que les légendes les peignent. Peut-être qu'elles sont simplement le langage par lequel nos ancêtres ont su exprimer la puissance du vivant. Mais cela suffit, car ce langage nous rappelle quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas les maîtres. Nous ne faisons que traverser un monde habité. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans un bois, marchez avec attention. Sentez l'air, observez la lumière, écoutez les murmures. Même sans croire aux fées, sachez que vous franchissez un espace où l'invisible a droit d'exister. C'est dans cette reconnaissance que réside la magie. Une magie faite de prudence, de beauté, de respect. Et quand le vent soufflera entre les branches, quand un frisson vous saisira sans raison, souvenez-vous de toutes ces voix venues d'ailleurs. Elles ne demandent rien d'autre que cela, que nous restions assez humbles pour écouter. Parce qu'au fond, c'est peut-être là le véritable enchantement, celui qui nous relie, silencieusement, à la planète vivante et à l'immense mystère qui la traverse.